Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance sur les antennes de TLR TV. Nous sommes très enchantés chaque fois de vous compter parmi nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de très grande importance pour le Congo-Brazzaville. Il s'agit des rapports entre le Congo et le Fonds monétaire international. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous avaient suivi tout dernièrement que le Fonds monétaire international s'apprêtait à signer un nouvel accord avec le Congo-Brazzaville, ce qu'on appelle la facilité élargie de crédit. Nous sommes sans ignorer également qu'en 2019, un tel accord a été signé, toujours avec le Congo-Brazzaville, assorti de 48 mesures. Arrêté de commun accord entre l'institution de Bretton Woods et la République du Congo. 10% de cette facilité de crédit a été décaissé. Le reste ne l'a pas été. Et pour cause. Aujourd'hui, nous avons une personne que vous connaissez très bien, qui a déjà intervenu sur nos antennes et que vous avez vu par ailleurs également, M. Jess Diamungwassi, qui est économiste et grand cadre dans une grande banque de la place. M. Jess Diamungwassi va essayer de nous éclairer sur ce qui ressemble à un mélodrame ou un psychodrame avec le Congo-Brazzaville. Parce que le Congo-Brazzaville reste malgré tout un pays très, très endetté, avec, n'est-ce pas, les grandeurs macroéconomiques qui sont encore en berne. Et nous sommes en droit de nous demander, est-ce que ce nouvel accord avec le Fonds monétaire international ne va pas endetter davantage le Congo? Nous le disons en tant que non-experts. Et donc, M. Jess Diamungwassi va nous éclairer là-dessus. Et sans plus tarder, je suis Georges Goma, on va accueillir M. Jess Diamungwassi. M. Diamungwassi, bonjour. Bonsoir, mon cher Georges. Oui, bonsoir. Selon l'endroit où on se trouve, bien évidemment. Okay. Bonsoir, mon cher Jess Diamungwassi. Alors, dites-nous un peu cet accord avec le Fonds monétaire international. Et encore cet élément que je voulais lancer, le 5 de ce mois, il y a un patrimoine du Congo-Brazzaville, un Falcon, nos amis de Congo Liberty ont fait un article là-dessus, le 5 novembre 2021 sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignane, le Falcon 7X TNELS de la République du Congo a été saisi par les créanciers de cette dernière, le groupe Ozali et Berebi et associés. Et apparemment, le Fonds monétaire international ne prend pas en ligne de compte cette créance ou ces créances. Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur Jess Diamungwassi? Bonsoir à tous vos auditeurs et puis merci une fois de plus de m'avoir invité à cette cette émission de haute importance pour éclairer vos auditeurs sur cette notion de facilité élargie de crédit. Donc, cet accord que le Congo a signé avec le Fonds monétaire international. Alors, je vais d'abord expliquer c'est quoi cette facilité élargie de crédit. C'est un nouvel outil que le Fonds monétaire international a mis en avant pour financer certaines économies qui sont en difficulté. Pourquoi ce nouvel outil? Simplement parce que, comme vous le savez, les programmes d'ajustement structurel des années 70 ont laissé un mauvais souvenir en imposant des mesures drastiques. On a bien vu qu'il y a eu des émeutes en Afrique, mais notamment en Amérique latine. Donc, notamment, c'est pour cette raison que le Fonds monétaire international a mis en place ce nouvel outil qui tient compte plus des aspects, en même temps les aspects sociaux dans l'aide accordée.
Alors qu'avant, comme vous le savez, avec les programmes d'ajustement structurel, le Fonds monétaire international n'était préoccupé que par une chose, le remboursement de l'argent emprunté. Peu importe ce qui peut arriver dans le pays, qu'il y ait des émeutes ou pas. D'ailleurs, ils imposaient d'ailleurs d'interdire, de supprimer les subventions de l'État aux entreprises étatiques. Alors qu'avec la facilité élargie de crédit, le pays doit tenir compte des aspects sociaux, mais surtout financer l'économie de telle sorte qu'il y ait une croissance inclusive. Donc, cette croissance inclusive, c'est la seule qui est capable de réduire la pauvreté. Donc, l'aspect social, évidemment, est abordé avec la réduction de la pauvreté. Ce qui n'était pas dans les programmes d'ajustement structurel des années 70. Le FMI, le Fonds monétaire international, ne se préoccupait pas des aspects sociaux. Voilà. En gros, c'est une petite définition rapide sur la facilité élargie du crédit. D'accord, mais d'accord, je comprends très bien. J'ai souligné ce que vous venez de dire, les aspects sociaux, n'est-ce pas, dans toutes ces transactions-là. Alors, pour le Congo-Brazzaville en particulier, et puis on a constaté aussi que chaque fois que le Fonds monétaire international est sorti pour apporter son concours à un certain nombre d'États, à 2 ou 3 reprises, le Congo était aux abonnés absents en tant que tel. Et puis, ces aspects sociaux-là, ma foi, je pense quand même qu'aujourd'hui, au Congo, c'est là où le bas blesse, au Congo-Brazzaville. Les gens vont jusqu'à accumuler 30 mois absents, plus de 30 mois de salaire impayé. Il y a les retraités qui n'ont pas leur pension et qui meurent sans pourtant toucher leur pension. Les étudiants, on a vu partout dans le monde, les étudiants n'ont pas leur bourse, obligés de se donner à la prostitution. Alors, quand vous me parlez des aspects sociaux, quand on voit qu'il y a tous les grèves tout le temps au Congo-Brazzaville, alors essayez de faire sens pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. Oui, c'est pour cette raison que vous verrez que l'argent qui est conclu, donc le montant conclu des accords, dans l'accord, n'a jamais été versé d'un trait. C'est pour ça qu'on parle souvent des tranches. On verse une tranche et par rapport aux mesures qui ont été définies dans la lettre d'intention, on essaie de voir. Donc, il y a ce que le Fonds monétaire international appelle les revues de programme qui doivent s'effectuer tous les 6 mois. C'est-à-dire que tous les 6 mois, il y a des experts du Fonds monétaire international qui viennent dans le pays, qui a signé donc des accords avec le FMI, de venir vérifier, faire une évaluation de l'exécution des différentes mesures qui sont définies dans la lettre d'intention. Quand ça se passe très bien, évidemment, on peut vous verser la deuxième tranche, la troisième tranche, jusqu'à atteindre le montant final. Donc, vous vous souvenez bien que l'accord qui était conclu en 2019 s'est terminé en queue de poisson, pour utiliser le terme approprié. L'accord a expiré ou été annulé. Alors qu'un accord est signé effectivement au départ pour 3 ans, au minimum, au maximum pour 5 ans. Donc, pendant ces 3 ans, il y a les revues de programmes, effectivement, pour voir si les programmes sont exécutés de façon normale, de façon régulière, en tenant compte des mesures qui sont contenues dans la lettre d'intention. Quand on se rend compte que la partie du pays qui a contracté l'aide n'exécute pas normalement, et le Fonds monétaire met un terme. Donc, le terme approprié, comme dit tout à l'heure, c'est l'accord expiré ou il est annulé. Donc, on est obligé de refaire un autre accord. Donc, les conditions, les 48 mesures qui étaient dans la facilité élargie de crédit de 2019 ne seront probablement pas les mêmes que celles qu'on va imposer là sur le nouvel accord. Elles peuvent être peut-être plus sévères ou peut-être assouplies en tenant compte de la situation économique du pays, en tenant compte du fait est-ce que la dette du Congo a été rendue soutenable ou pas. Ah, donc il y a un certain nombre de critères qui font que vous voulez, ces accords, l'accord est formulé par le FMI en tenant compte d'un certain nombre de critères. Donc, j'ai envie de dire, c'est au cas par cas.
selon les pays. Quand on voit les réactions sur les médias sociaux, la seule place où tout le monde peut intervenir et dire, n'est-ce pas, sa vision du monde et réagir à pas mal de choses, ce qui n'existait pas avant. Et c'est en cela que les médias sociaux sont quand même un élément de la démocratie. Alors, quand on voit les gens intervenir là-dessus, les Congolais particulièrement, mais ils ont bien peur. Ils ont bien peur parce qu'ils connaissent très bien la culture de ce régime en place au Congo-Brazzaville. Et cette culture est toute faite de mauvaise gouvernance, et la gouvernance revient très souvent dans les termes de l'accord. Et il y a aussi la corruption quand même, qui est un très, très grand morceau. Et le régime en place ne se cache pas non plus de dire que la corruption existe. Tout dernièrement, on a tous vu l'émission sur France 2 d'Élise Lucet, alors qui a rapporté encore, mis à la surface encore les éléments de cette corruption à très grande échelle. Alors, on voudrait bien savoir un peu comment le FMI se situe par rapport à cela, sans compter la fameuse dette cachée également. Ouais, le souci en posant cette question, c'est quand même comment le pays va devenir par la suite si on continue à accumuler des dettes et qu'on va léguer finalement aux générations futures qu'on était censé protéger à partir des 14 000 milliards qu'on avait mis de côté et qu'on a dilapidé encore. Alors parfois, on perd notre latin à voir un peu ces rapports un peu avec le Fonds monétaire international. Mais j'ai envie de dire que les relations entre le Congo et le Fonds monétaire international sont un peu incestueuses parce qu'il y a eu beaucoup de tours de passe-passe. Pour un peu seulement, M. Diamongassi, un peu seulement, on a suivi Strauss-Kahn et puis Mme Lagarde et puis tout le reste là. Moi, Georges, c'est pour être poli. OK. Et voilà, on sait bien que le point d'achèvement a été atteint simplement parce que il y avait donc notamment M. Dominique Strauss-Kahn qui avait embelli le dossier du Congo. Vous savez, et d'ailleurs, c'est de notoriété publique. Il y a beaucoup de Ouest-Africains, les experts du Fonds monétaire international, qui ont géré le dossier du Congo, qui sont devenus des milliardaires. Monsieur Moussa, entre autres, il faut le nommer. Tout à fait, Monsieur Moussa. Monsieur Yaya Moussa, c'est bien cela. Oui, tout à fait, tout à fait. Qui est propriétaire au Congo-Brazzaville des puits de pétrole. Tout à fait. Un patrimoine qui appartient au Congo et dont un ancien fonctionnaire du Fonds monétaire international affecté, n'est-ce pas, au Congo-Brazzaville est devenu donc propriétaire de ce puits de pétrole. Mais en fait, simplement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, que le régime de Brazzaville, d'ailleurs, je l'ai dit dans notre précédente émission, que la corruption était le carburant de ce régime. Donc, moi, je reste dubitatif. Normalement, si on avait affaire aux gens sérieux, à un gouvernement sérieux, ça, c'est une véritable bouée de sauvetage, cet accord. Ça pouvait permettre de réduire la pauvreté et surtout de relancer l'économie par une croissance saine, une croissance inclusive. C'est le but du jeu. D'ailleurs, il faut faire un effort pour résorber les déséquilibres. Mais est-ce que ce sera le cas? Parce que moi, j'ai bien peur par rapport aux mesures qui seront adossées à cet accord. Est-ce que ce seront les mesures qui seront beaucoup plus souples que celles qu'on a connues en 2019 ou pas? Parce que vous savez, le régime de Brazzaville, c'est bien tromper la vigilance. Vous avez appris il y a quelques semaines qu'il y a eu une opération de charme avec la déclaration des biens des membres du gouvernement. Oui. Bon, nul n'est dupe. On sait bien que c'est une opération de charme parce que ce n'est pas véritablement ce patrimoine-là que ces gens-là ont. Voilà. Mais dans tous les cas, moi, je reste dubitatif parce que on sait bien que ce régime n'a aucune volonté de réduire la pauvreté, d'améliorer de façon qualitative la qualité de vie des Congolais. C'est tout cela, avec les moyens, les potentialités qu'on a, mais
des gens sérieux, on arriverait quand même à un niveau de vie relativement élevé. Quand vous arrivez dans un pays où il y a pénurie d'eau, l'électricité ne fonctionne pas, n'est pas produite de façon régulière, mais ça se pose problème. Il y a une anecdote, je crois que vous êtes au courant. Il y a eu un match de football international et il y a eu délestage en plein match de football, je crois que vous êtes au courant. Et c'est la honte pour un pays normal, qu'il n'y ait pas d'électricité alors qu'il y a un match du pays avec une équipe de notre pays, enfin un match international. C'est la honte, c'est la catastrophe. Donc c'est pour dire que si le Fonds monétaire le fait, ce n'est pas, je l'ai toujours dit, le Fonds monétaire international, ce ne sont pas des bons samaritains. Ils le font pour certaines raisons, parce que c'est dans leur rôle de veiller aux équilibres financiers internationaux. Donc, quand un pays est en difficulté financière comme le Congo, le Fonds monétaire international vient proposer ces outils pour chercher à résorber ces déséquilibres. Alors que le souci avec le Congo-Brazzaville, c'est que c'est l'élève, je dis, le canard boiteux. Hein? Donc, je l'avais dit la dernière fois que c'est le seul pays en Afrique centrale qui a des problèmes pour signer avec le Fonds monétaire international. Vous vous rendez compte? Alors que c'est un pays potentiellement riche. Donc, il y a un souci. Mais les choses pourraient pourtant être d'une facilité exemplaire et déconcertante pour un tout petit pays d'à peine 4 millions d'habitants. On nous dit 5 millions d'habitants, mais au fond, quand on regarde à la loupe, les Congolais en tant que tels, c'est 4 millions d'habitants. Avec le troisième pays producteur de pétrole en Afrique noire et le sixième en Afrique. Et le Congo est membre de l'OPEP, et qui paraîtrait qu'il va jouer le rôle de président, va diriger l'organisation pétrolière dans 1 ou 2 ans. Alors, Monsieur Diamungwassi, comment cela a-t-il été possible qu'un tout petit pays comme ça, et je veux dire aussi ceci, c'est quand même autour de 70 000 fonctionnaires seulement, c'est-à-dire que le Congo n'avait pas une tradition de l'économie de marché ou de l'économie privée. Et donc, le Congo est incapable de prendre en charge 70 000 fonctionnaires ou bien moins de 70 000 fonctionnaires. Alors, on se demande où va-t-on? Où va-t-on? Et quand on voit M. Strauss-Kahn, bien évidemment, qui est un grand fonctionnaire d'une compétence incroyable et qui est bien, n'est-ce pas, imbibé de la situation du Congo-Brazzaville, on aurait pensé qu'un socialiste comme Strauss-Kahn aurait dû être d'un secours pour Sassou Nguesso pour qu'il développe le Congo, non? Non, je pense que l'émission Cash a mis en lumière les zones d'ombre de ce personnage sulfureux. Parce que M. Dominique Strauss-Kahn, malheureusement, met son intelligence au service du mal. Hein? Parce que quand on vient au chevet d'un pays comme le Congo, il devait quand même apporter ses compétences pour sortir du Congo de ce gouffre. Malheureusement, c'est les gens qui viennent se servir sur la bête. C'est ça le problème de ce monsieur. Voilà. Donc, ce n'est pas surprenant parce que c'est sûr, c'est un retour sur investissement par rapport à ce qu'il a fait candidater au Fonds monétaire international, le service qu'il a rendu au Congo. Donc, M. Sassou sait bien que ce monsieur a joué un rôle important pour que le Congo arrive à atteindre le point d'achèvement. Donc, moi, je me suis toujours dit, je crois que le problème du Congo ne sera réglé que par les Congolais. Hein, parce que... Mais attendez, monsieur, ça m'intéresse, ce que vous venez de dire là. Oui, le problème du Congo ne sera réglé que par les Congolais. Oui, vous le savez très bien, puisque vous intervenez à cette émission régulièrement. Nous avons mis un point d'honneur sur la perspective, c'est-à-dire la vision du futur, et la prospective, c'est-à-dire les études qui sont, n'est-ce pas, articulées autour de cette vision-là. Bon, mais quand vous dites concrètement que le problème du Congo ne pourra être réglé que par les Congolais eux-mêmes, de quelle manière? De quelle manière concrètement quand on voit les Congolais sont apeurés comme ils le sont après les événements qui ont été créés évidemment pour avoir le pouvoir et disposer des attributs du pouvoir comme on le sait aujourd'hui?
Comment les Congolais doivent faire? Dites un peu aux Congolais comment ils doivent faire pour régler le problème. Je m'explique, mon cher Georges. Vous savez, quand vous avez un pays potentiellement riche, il ne faut pas croire que les étrangers qui viennent dans ce pays viennent pour développer ce pays. Non, ils viennent pour se servir sur la tête. Donc là, on a parlé de l'exemple de M. Dominique Strauss-Kahn. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a eu un autre scandale. Il y a 3 milliards, 2 ou 3 milliards de francs CFA qui ont été détournés, je crois, à la banque postale. Par la banque postale. Par qui? Les Camerounais. Les Camerounais. Je l'ai dit dans un post sur Facebook, en précisant que ce scandale n'est arrivé, n'est rendu possible à Brazzaville simplement par le tribalisme primaire de M. Sassou Nguesso. Parce que, pourquoi? Je m'explique. Pourquoi il n'y a pas de compétences des gens calés dans la sécurité informatique congolais? Non, parce que M. Sassou ne privilégie que les gens de son ethnie. Quand il ne trouve pas la perle rare dans son ethnie, il préfère prendre les étrangers. C'est ça le problème. Vous croyez que les Congolais compétents, c'est ceux qui manquent dans le domaine informatique et tout? Non, il y en a. Le problème, c'est que quand M. Sassou Nguesso se rend compte qu'ils ne sont pas de son ethnie, ils peuvent faire confiance aux étrangers. Les étrangers viennent effectivement pour se sucrer sur la bête. C'est ça la conséquence. Donc, quand je dis les problèmes, tant que les dirigeants congolais, ceux qui sont là, malheureusement, qui n'ont aucune légitimité, seront là. En tout cas, le sort du Congo, ce n'est pas leur problème. Mais tant qu'on aura des... Monsieur Diamongouassi, si je comprends bien, quand vous dites que les problèmes du Congo ne pourront être résolus que par les Congolais, en fait, vous faites confiance à l'élite politique, ceux qui dirigent le pays, c'est-à-dire que toute la volonté est entre leurs mains. Est-ce que c'est cela qu'on doit comprendre? Oui, mais un supplément d'âme à ces gens qui dirigent pour se raviver un peu, un supplément de conscience patriotique pour mettre de côté des pratiques très très mauvaises dont ils sont évidemment les géniteurs et les pratiquants. Est-ce que c'est cela? Oui, mais ça fait quand même 24 ans qu'ils sont au pouvoir, hein, que M. Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les armes. Mais on se rend compte que ces gens n'ont aucune volonté. Il y a manque d'ambition pour ce pays-là. C'est-à-dire qu'un dirigeant, pour moi, en 5 ans, peut transformer toutes les structures d'un pays. En 5 ans, étant donné que vous avez les leviers de tout le pays, vous pouvez transformer les choses en 5 ans. Mais ça fait 24 ans que ces gens-là sont au pouvoir, ils n'ont aucune volonté. Les gens qui travaillent avec M. Sassou, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce que ce sont les gens qui obéissent à M. Sassou Nguesso. Voilà. Tout le monde sait aujourd'hui que 4 ou 5 personnes ont détourné 6 000 milliards. Hein? On peut citer les noms, hein? Donc Kiki Nguesso. Oui, mais il faut les citer là, c'est l'occasion plus que jamais. Voilà, Kiki Nguesso, Ndongo, Bruno Itoa, Bouya, voilà. Ils ont détourné 6 000 milliards. Tout le monde le sait, mais ces gens... Rien que eux. Mais ces gens-là sont encore aux affaires. Ils sont aux affaires, tout le monde le sait. M. Sassou Nguesso le sait. Tout le monde, tout l'entourage sait. Le Fonds monétaire international le sait. Mais ces gens-là sont toujours aux affaires. Ils ne sont ni inquiets ni inquiétés. Comment voulez-vous que le pays avance alors que nous avons de tels boulets? Moi, j'appelle ça des boulets. Des impédimenta qui tirent le pays vers le bas. Ces gens-là n'ont aucune volonté de développer le pays. Vous ne pouvez pas comprendre que des patriotes sincères, vous arrivez dans un pays qui est dans le chaos, où les retraités ne sont pas payés, où les hôpitaux ferment, le pays a manque d'eau, des pénuries partout, et ces gens-là dorment tranquillement, ils ont planqué leur argent dans les paradis fiscaux, et ils sont l'outrecuidance de dormir tranquillement. C'est ça le problème du Congo. C'est-à-dire qu'il y a un problème de, comment dirais-je, il n'y a pas ce patriotisme avec ces gens-là qui sont là pour s'enrichir tranquillement. Le reste, ce n'est pas leur problème. Voilà. Donc, quand je dis que les Congolais, il n'y a que les Congolais qui peuvent résoudre ces problèmes, mais pas avec cela. Je l'avais dit, j'avais cité la dernière fois, j'avais cité Einstein qui dit ce n'est pas avec ceux qui ont créé le problème qu'on peut résoudre le problème.
Voilà, on ne peut jamais résoudre le problème congolais avec ces gens-là. Donc, même, on peut prendre date aujourd'hui. La facilité élargie de crédit, ça va se terminer en queue de poisson, comme toujours. Parce que les mesures qui seront imposées, ils seront incapables de les exécuter. On peut prendre date aujourd'hui. Voilà, on verra dans 2 ans, 3 ans, l'accord sera encore annulé avec ces mêmes personnes. Mais c'est l'occasion, monsieur Jess Mougwassier, à vous écouter. C'est l'occasion aussi quand même, dans cette émission, on projette, n'est-ce pas, la vision de demain, mais en projetant la vision de demain, nous nous basons quand même sur le passé. Parce que ce passé-là n'est pas, n'est-ce pas, à balayer comme ça d'un revers de la main. On se souviendra que au temps de monsieur Milongo, le temps qu'il est resté au pouvoir, avec des caisses pratiquement vides, il a su quand même mener une législature qui était correcte, qui préfigurait quand même des lendemains meilleurs au Congo-Brazzaville. La preuve, en partant, il a laissé, n'est-ce pas, le trésor public dans un état relativement bon. Pascal Lissouba, les 5 ans qu'il est resté au pouvoir, le petit éclairci de la démocratie qu'on nous a offert au Congo-Brazzaville, là aussi, quand même, des efforts ont été faits avec des caisses vides, mais des efforts ont été consentis, notamment les accords de partage de production sur lesquels il se sucre aujourd'hui maintenant. Mais ce que je voudrais montrer en rappelant un peu ce passé-là, c'est quand même ces présidents qui ont quand même eu une vision pour le pays, n'ont pas été gâtés par les institutions de Bretton Woods au niveau international. On les a presque fait partir, surtout Pascal Lissouba. Et c'est curieux que depuis 97, ça fait 24 ans maintenant, 23, 24 ans, et quelqu'un qui a tout eu, puisque M. Sassou Nguesso, c'est quand il est au pouvoir que ça pleut, l'argent tombe de partout, de partout, de partout, et on se retrouve avec un Congo complètement en lambeaux. Mais oui, mais mon cher Georges, le problème du Congo, ce n'est pas un problème de compétences. Je l'ai rappelé ici. Les compétences congolaises, on en trouve dans tous les domaines. Il y en a. Tu viens d'évoquer la période de M. Milongo et l'éclaircie sous M. Lissouba. C'est que les Congolais compétents existent. Et sauf que M. Sassou ne travaille qu'avec les médiocres pour les raisons qui sont siennes. Simplement parce que, d'ailleurs, il demande des comptes à personne. Je l'avais déjà dit une fois. C'est un pouvoir qui n'a pas acquis par les urnes. Tout le monde le sait, c'est un pouvoir par les armes. Donc, il a des comptes à rendre aux armes. Donc, il n'a de compte à rendre à personne. Le Parlement, c'est un Parlement godillot, caisse de résonance. Donc, personne, il n'y a pas de contrepoids. Donc, M. Sassou fait de l'argent du Congo ce qu'il veut. C'est ça le souci, c'est ça le problème. Donc, pour revenir encore aux compétences, ce n'est pas ce qui manque au Congo. Notre pays regorge de cas dans tous les domaines, des domaines inimaginables. Il y en a, malheureusement, ceux qui sont au Congo se tairent. Ou alors, les meilleurs ont pris la route de l'exil. C'est ça le problème congolais. Et on se contente des médiocres. Je l'avais dit à un des dirigeants, à un des ministres, comme ça, à l'époque, quand on était encore amis, je lui ai dit, s'il y avait des gens compétents au Congo, ça se saurait. Vous n'êtes tous que des médiocres. Ce n'est pas une prétention, mais c'est un constat qui est là. Parce que des gens compétents ne peuvent pas mettre un pays dans cet état. Un pays avec tant de possibilités, un pays avec tant d'argent qu'on a engrangé dans la période 2010-2015, où le taux de croissance, même je disais, atteignait les 10%. Et on arrive à cette situation. Et de dire que la plupart des réalisations qu'on voit au Congo, les éléphants blancs, c'est par l'argent de l'Union européenne, les prêts de l'Union européenne, etc. Mais on se demande, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? C'est cela. La route nationale numéro 1, c'est l'Union européenne. L'aéroport Maya-Maya, c'est un prêt. Bon. En fait, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait de l'argent du pétrole, des recettes pétrolières?
On se pose des questions. Mais, Monsieur Diamongouati, ça, c'est ce que vous venez de dire là, est d'une importance capitale. Et c'est d'une importance sur laquelle il faut vraiment appuyer pour que les gens comprennent très bien, parce que j'ai bien peur que les Congolais ne comprennent pas tout cela. Vous avez dit que il y a déjà la logique des éléphants blancs, ce qui veut dire que les éléphants blancs, c'est l'argent qui est jeté par la fenêtre. Vous voyez? Bon, il y a des projets qui sont faits, financés 2 fois. Je me rappellerai toujours aussi, avant que je ne vienne en France en 88, bien avant les années 80, on avait construit la route Sibiti-Ludima. Et c'était une entreprise italienne qu'on appelait Piacenza Pessina à l'époque. Ils ont construit la route et après, ils ont cassé cette route-là complètement pour donner à Bourdin et Chaussée, qui était une entreprise française. Donc, voilà une route financée 2 fois de suite. Et donc, quand on voit la logique des éléphants blancs, des projets qui ne sont pas terminés, bon, de l'argent avancé par des institutions, comme vous venez de le dire, mais on est en droit de se demander, mais où va l'argent du pétrole? Glencore, Trafigura, c'est nous qui devons de l'argent à ces gens-là, alors que c'est eux. Alors, on ne comprend plus rien. Où passe l'argent du Congo, M. Diamongouati? Mais c'est cela. Donc, quand on a encore appris que Kiki Gesso a encore mis en place une société pour vendre le pétrole congolais. Ça, c'est ce qu'ils ont fait avec la Cotrade et les autres sociétés pour aller cacher l'argent du pétrole congolais. C'est-à-dire que ce sont les sociétés qui sont mises en place pour acheter le pétrole, le brut congolais, par exemple $2, et ils revendent au prix du marché et ils prennent la différence pour eux, qui vont planquer dans les paradis fiscaux. Pendant ce temps, le Congo n'a que les yeux pour pleurer. Mais c'est des gens qui dorment tranquillement alors ils voient dans quelle misère ils sont en train de plonger la population. Moi, c'est ça qui me rase. Je n'arrive pas à comprendre qu'on ait des compatriotes, de tels compatriotes avec le cœur à la place, plutôt la pierre à la place du cœur. C'est incroyable. Ils se sucrent sur le pétrole, mais en même temps, il va dans quel état se trouve le Congo? Non, mais ils n'en ont cure. C'est incroyable, ces gens-là. Voilà pourquoi je dis, tant que ces gens-là seront là aux affaires, je te dis, le Congo ne va jamais avancer. Il va même pas reculer. Quoi faire? Vous dites bien, tant que ces gens-là seront aux affaires, le Congo ne va pas avancer. Mais qu'est-ce que les Congolais doivent faire pour que ces gens-là ne arrêtent de perdre du temps aux Congolais? Et aussi, n'est-ce pas, d'aggraver la situation du pays, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont au pouvoir qu'ils sont en train de... Je n'en sais rien, moi. Mon cher Georges, je pense que c'est un secret de polichinelle. Les Congolais savent ce qu'il leur reste à faire. Il ne faut plus compter sur ces gens-là. C'est une véritable révolution, sincèrement. Moi, quand on parle avec... Mais ils ont peur. Ils ont peur de la révolution. Mais quand on parle avec les gens qui sont au pays, ils vous disent, vous êtes là-bas en France, nous, on souffre ici. Je dis, c'est vous qui souffrez. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Nous, on ne peut venir qu'en appui. Et c'est à vous de prendre les responsabilités. Parce qu'aucun peuple ne peut supporter de telles difficultés. Et le pays est par terre, rien ne marche. Nous avons connu quand même à l'époque, rien que le chemin de fer, enfin, tas de choses, mais rien ne marche. C'est incroyable. Mais quand on parle, par exemple, de la redistribution des revenus pétroliers, s'ils étaient corrects, à l'époque, ça se faisait comment? Je peux le rappeler dernièrement. Par le biais des internats, par le biais des bourses. Voilà. Les gens qui n'avaient pas, par exemple, des parents à Brazzaville, qui faisaient études à Brazzaville ou à Côte-d'Ivoire, il y avait l'internat. Et ces genres de choses n'existent plus. Tous les membres du gouvernement ont maintenant des écoles privées. Donc, l'école publique était abandonnée. Alors, nous avons tous fait l'école publique. Moi, j'étais au lycée Drapeau en seconde avec Edith Sassou Nguesso, alors que Sassou était déjà président à l'époque. Voilà. C'était ça le Congo qu'on a connu. Monsieur Diamongouati, vous tirez un peu sur cette corde de la nation congolaise. Quand on est un être humain, on peut comprendre un certain nombre de déterminants, surtout psychologiques. Si on vous dit aujourd'hui qu'écoutez, Monsieur Denis Sassou Nguesso a très peur de son avenir hors du pouvoir.
Et si vous voulez le rassurer, parce que c'est tout ça aussi à lui, ils sont bien conscients de toutes les façons, c'est un secret pour personne que c'est un régime qui fonctionne sur un élément de base, un concept de fond qui est le mensonge. Ils le savent très bien, ils sont conscients de ce qu'ils ont posé comme acte. Même s'ils essaient d'enjoliver cela, on voit très bien ce qu'ils ont posé. Ils ont fait des choses qui ne sont pas correctes. Et je reprends simplement l'un d'entre eux, qui a déclaré clairement que le jour où nos enfants sauront ce que nous avons fait de ce pays-là, ils iront pisser sur nos tombes si on n'est plus là. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais vous, monsieur Diamongwassi, comment, si vous appartenez de rassurer monsieur Denis Sassou Nguesso pour qu'il fasse respirer quand même le Congo, qu'il essaie de se donner cette âme supplémentaire pour libérer le pays? Qu'est-ce que vous lui direz? Est-ce qu'il vous comprendrez? Est-ce qu'il vous suivrait? Moi, je pense que ce monsieur, il y a plus de 40 ans ou 50 ans qu'il est aux affaires, au pouvoir, devait savoir ce qu'il y a à faire. Par exemple, rien que commencer à libérer les gens, les prisonniers politiques qu'il a pris en otage pour rien. Déjà, rien que des petites mesures comme ça. Et puis, à un moment donné, se dire, c'est surtout ça, l'honnêteté de dire, je n'ai pas réussi, je suis incapable. Je travaille avec les bras cassés, je fais appel aux compétences congolaises qui ne sont pas avec moi. C'est ça l'honnêteté. Je dis que je n'arrive pas. Voilà. Je suis avec des bras cassés, je travaille avec des bras cassés, des gens incompétents. Et alors qu'il sait bien qu'il y a des mais vous n'êtes pas, monsieur Diamongwassi, excusez-moi de vous couper là, dans votre élan, mais vous n'êtes pas en train de dire que M. Sassou Nguesso lui-même n'est pas un bras cassé. Et pour évoluer, il suffirait qu'il change. Parce que les bras qui ne sont pas cassés n'accepteraient pas d'aller travailler quand même avec un personnage comme ça, surtout quand on sait qu'il a les incontournables, les bras cassés qui doivent nécessairement être là et qui ont tout le pouvoir. Quand on voit, par exemple, je veux m'arrêter par là pour vous laisser la parole, moi j'ai l'habitude d'interpeller pas mal de personnes, notamment le professeur Théophile Obenga, que j'ai personnellement connu en Californie, qui dit des choses qu'il dit pourtant qui sont très, très, très fortes, mais ce qui est curieux, c'est qu'il dit des choses concernant son pays sans nommer son pays. Il parle de l'Afrique d'une manière générale. Cette pirouette-là, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas à M. Denis Sassou Nguesso qu'il connaît très, 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 très bien pour dire qu'écoutez, voilà la réalité. Et Henri Lopez, on pourrait dire pareil aussi, les grands écrivains pour lesquels on avait du respect. Tout à fait, tout à fait. Mais, tu sais, en fait, le Congo va mal parce que nous avons des intellectuels de cet acabit-là, hein, des gens comme Théophile Obenga et autres. Parce que Théophile Obenga, c'est quand même quelqu'un qui devait faire la fierté, étant donné que c'était l'élève ou l'étudiant ou celui qui allait prendre à plat le corps l'œuvre, le travail de Cheikh Anta Diop. Mais quand on voit comment il agit, mais un intellectuel ne peut jamais faire l'apologie d'une dictature ou d'un dictateur, être aux côtés d'un dictateur. Un intellectuel doit critiquer la dictature. C'est cela. On a vu l'œuvre. Pourquoi aujourd'hui Cheikh Anta Diop est vénéré au Sénégal? Pourtant, le Sénégal n'a jamais été une dictature. Hein? Pourtant, même sous Senghor. Mais Cheikh Anta Diop critiquait la gestion de Sédar Senghor. Et comme tu le dis, eh bien, mais Théophile Obenga va faire ses discours pompeux, l'afro, je ne sais pas, mais quand il n'est pas au Congo, il va le faire ailleurs. Il voit bien ce qui se passe au Congo. Il voit bien la dictature, l'une des dictatures les plus féroces qui se vit au Congo. Il n'a jamais eu le culot de critiquer cette dictature. Donc pour moi, sincèrement, ce n'est pas ça l'intellectuel. Le rôle de l'intellectuel doit être de combattre la dictature, de dire que ce pays est suffisamment riche et surtout qu'il paraît qu'il était l'un de ceux qui ont conçu ou aidé M. Sassou à construire cette fameuse université ouais. de Kintélé. Bon, déjà, moi, je pense qu'il y a des vices, hein, cette université. Est-ce qu'il fallait la construire si loin? Est-ce que bon, ça pose problème? Il y a des tas de choses.
Voilà. Quand on est intellectuel, côté d'un dictateur, moi je pense qu'il faut surtout faire preuve d'une certaine objectivité, faire preuve d'une certaine indépendance d'esprit. Parce qu'on est intellectuel. Quand on est intellectuel de cette renommée, on n'appartient plus à un seul pays. Donc, au Bénin, on peut se dire, je critique Sassou, je lui montre les voies. S'il n'est pas d'accord, j'ai mes connaissances, je vais ailleurs. Voilà. C'est ça le comble des intellectuels congolais de cette académie. Il y aura la même, comme l'a dit, il y aura la même chose pour Ali Lopez. Voilà. On va aller vers la fin de notre entretien, M. Diamungwassi. Mais alors, si certainement une dernière question que je vais vous poser, c'est celle-ci. Le Fonds monétaire international a des fonctionnaires et des équipes qui vont régulièrement au Congo et on a bien dit que ces équipes on les change tout le temps. Hein. Ceux qui vont là-bas, qui se font corrompre, on les met de côté, on en met d'autres, et ainsi de suite. Ça va rouler comme ça. Si vous vous alliez, si on vous charge quelque part d'aller rencontrer les fonctionnaires du FMI, que leur diriez-vous? Ça, c'est une partie de ma question. La deuxième question, si après avoir rencontré les fonctionnaires du FMI, à quelque niveau que ce soit, peut-être au plus haut niveau, disons-le au plus, Madame Georgieva, au plus haut niveau, et qu'après, le lendemain, vous avez rendez-vous avec le conseil d'administration du FMI aussi. Hein, c'est deux entités différentes quand même aussi. Hein. Bon, on parle de cet accord, mais je ne pense pas que le conseil d'administration ait donné son quitus encore. Il y a cette étape. Que leur diriez-vous, M. Diamungwassi, en tant qu'expert? En fait, cette facilité élargie de crédit serait une bouée de sauvetage pour des gouvernants sérieux, étant donné que notre peuple souffre. J'ai dit tout à l'heure que ces types d'accords prennent beaucoup en compte l'aspect social. Donc, on sait bien ce qui se passe chez nous, les fonctionnaires qui sont plus payés, les hôpitaux qui ferment, etc. Donc, si l'accord est négocié comme il se doit, dans les bonnes conditions, un gouvernement sérieux, ça pouvait soulager quand même une partie de la population. Mais on sait bien ce qui se passe chez nous. Non seulement un problème va se poser au niveau des conditions qui vont être exigées, parce que ces conditions, malheureusement, sont toujours axées sur deux choses, surtout sur le cas du Congo, la réduction, donc combattre la corruption, et puis mettre l'accent sur la transparence. Donc, vous voyez bien... Mais quels moyens vont avoir de supplémentaires? Quels moyens supplémentaires, là, puisqu'ils connaissent ça? Oui, mais vous voyez bien que les deux éléments sont, comment dirais-je, les deux faces des mêmes problèmes. Voilà. Combattre la corruption et puis prenez la bonne gouvernance. Voilà. Alors, ce sont les deux choses que M. Sassou, depuis 24 ans, et son équipe ne savent pas faire. Ils savent ni combattre la corruption, ni prôner la bonne gouvernance. Voilà. Donc, ce que je leur dirais, c'est de demander de mettre la pression sur le gouvernement congolais, d'abord pour éradiquer ces fléaux, normalement le fléau de la corruption. Voilà. Alors que vous savez bien, malheureusement, au Congo, aujourd'hui, même les fonctionnaires. Moi, j'étais surpris, j'ai un cousin qui faisait des affaires au Congo, qui m'a raconté une histoire pour se faire payer de l'argent par l'État congolais. La personne qui paie demande un pourcentage. Alors, son travail, c'est de payer, mais il demande un pourcentage. Voilà. Donc, c'est de dire que, d'abord, il faut demander aux gens d'être sérieux. Bon, mais ça, le dire comme ça, pour le gouvernement congolais, tu demandes aux gens d'être sérieux, mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais il faut effectivement qu'il y ait des contraintes. Donc, qu'il y ait une équipe d'évaluation pour, si la revue de programme a lieu tous les 6 mois, au moins tous les mois, qu'il y ait une équipe des Congolais formés, compétents pour évaluer la mise en pratique de ces mesures. C'est cela. Pour qu'il y ait une espèce de contrainte. Et sans ça, on arrivera toujours... on va toujours tourner en rond, comme quelqu'un l'a dit. On va toujours tourner en rond parce que
Là, quand vous dites ça, on confirme finalement que les Congolais continuent à être des petits-enfants qu'il faut surveiller tout le temps, petits enfants qu'il faut surveiller pour qu'ils ne fassent pas des bêtises. Donc, jusqu'au haut niveau, hein, on peut le dire de cette manière-là. On va aller vers la deuxième partie de ma question, Jess. La deuxième partie. Vous étiez avec le FMI, maintenant vous êtes face au conseil d'administration, qui donne le dernier quitus quand même. Hein? Oui, mais écoutez, moi, je demanderais simplement au FMI d'être objectif. Hein. Les faits sont là, le dossier congolais est là, c'est à eux-mêmes de juger. Mais moi, je serai toujours dubitatif, hein, parce que je sais que à la fin, étant donné, même rien que par comment dirais-je, les modalités de cet accord, ça n'ira pas loin. Parce que les revues de programme sont là pour venir évaluer tous les 6 mois. Ils ne vont pas donner, je crois, c'est 1 milliard et quelques, ils ne vont pas donner les 1 milliard comme ça du coup. Mais une partie, ils viendront vérifier. Donc, eux-mêmes, ils viendront voir sur le terrain ce qui se passe sur le terrain. Donc, ce n'est pas la peine de dire non, mais écoutez, ça ne sert à rien de leur donner l'argent. Non. Je préfère, moi, personnellement, je préfère qu'ils viennent eux-mêmes se rendre compte de la mauvaise volonté, hein, manque de volonté de ce gouvernement. Ils se rendront compte que ces gens-là ne feront rien. Je vous ai dit ici, on peut prendre date aujourd'hui, quelles que soient les mesures qui seront adossées à cet accord, vous verrez bien que ces mesures ne seront pas du tout exécutées par ces gens-là, parce qu'on les connaît. Voilà, on les connaît suffisamment. On ne change pas comme ça du jour au lendemain. On ne change pas comme ça du jour au lendemain. Donc, ces gens-là fonctionneront comme ça. Je vous le dis, mon cher Georges, tant que ces gens-là seront aux affaires, je le répète une fois, le Congo ne va pas avancer, il ne va même pas reculer. J'utilise souvent une formule, le mouvement du Congo, c'est de haut en bas. Le Congo va s'enfoncer. Voilà, il est vertical. Donc, il ne va pas en haut, il va s'enfoncer. Donc, ces gens-là seront au pouvoir. Donc, mon dernier mot, c'est de dire aux Congolais de prendre leurs responsabilités. Ces gens-là on va tourner en rond, l'accord est signé, etc. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas eu la même frénésie comme les accords en 2019 où les gens ont ouvert du champagne. Vous avez peut-être remarqué que cette fois-ci, ils n'ont pas été du tout voilà, faire la fête, le champagne. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le premier accord a inspiré et que celui-ci peut être voué au même sort. Donc voilà, c'est cela la réalité. Mais peut-être un dernier mot sur la présence de M. Sassou Nguesso à l'Élysée en ce moment. Bon, mais écoutez, M. Sassou Nguesso fait des pieds et des mains. Donc, en relation internationale, M. Macron a fait ce qu'il fallait faire parce que de toute façon, le Congo reste quand même un pays stratégique. Et surtout qu'aujourd'hui, le Congo n'arrive pas à signer avec le Fonds monétaire international. Et ces problèmes du Congo peuvent mettre à mal la zone franc, notamment le CEPA de l'Afrique centrale. Donc, Macron a intérêt à ce que Sassou ait le minimum pour sortir, pour gérer ce pays-là. Parce que si le franc CFA a des problèmes, c'est le compte d'opération ici qui n'aura plus d'argent, etc. Donc, il y a tout ça, tout se tient. Donc, il ne faut pas être... Ce serait quand même dommage aussi, monsieur Diambo, ce serait quand même dommage aussi qu'après avoir rencontré des jeunes Africains au sommet de Montpellier et dire ce qu'il a dit là, et que Sassou Nguesso tranquillement vienne le voir pour qu'il, je sais pas moi, qu'il le soutienne en quoi que ce soit. On avait espéré que c'est peut-être pour le sermonner, non, aussi. Mon cher Georges, il faut toujours répéter, il faut toujours se rappeler ce que disait le général de Gaulle. La France n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. C'est cela. Les intérêts au Congo sont énormes. Et si le Congo aujourd'hui est en difficulté, c'est l'Afrique centrale qui est en difficulté. Donc, il faut soutenir. Donc, la meilleure façon, comme je dis, en coupant le nœud gordien, en se débarrassant de ce dictateur, oui. Mais comme ce n'est pas cette option qui est privilégiée, écoute, il faut continuer à boucher les trous. C'est cela. Donc, écoutez. Voilà. C'est malheureusement cela. Voilà. Mais merci, Jess, de cet éclairage. Comme d'habitude,
très, 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 très pertinent. Ben voilà, il nous reste simplement à remercier toutes ces belles personnes qui nous suivent, qui nous font le bonheur de nous suivre, un peu aux idées que nous avançons par-ci, par-là, à la projection que nous faisons et à cette pensée forte pour un Congo nouveau, parce qu'on a besoin d'un Congo nouveau. Hein, après autant d'années, les apories et les scories, n'est-ce pas, de ce système qui est en fait déjà mort, mais qui ne veut pas mourir au fond, là. Hein. Donc, il faut que les Congolais aussi, chacun fasse sa part, fasse sa part. Oui. Hein, c'est-à-dire que, voilà, pour l'avenir, en tant que Congolais, chacun doit faire sa part. Sinon, on sait à quelle sauce on sera bouffé. Merci beaucoup encore, Jess, d'avoir accepté notre invitation et nous savons d'ores et déjà que nous pouvons toujours compter sur toi pour les prochaines réflexions. Et puis voilà. Donc, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission de Perspective et Prospective de Congo La Renaissance. Merci beaucoup. Bonne soirée, mon cher Georges. Merci, cher Jess.